Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Les investisseurs israéliens comptent s'investir en Guinée. Ils ont été reçus par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, et une délégation conduite par l'ambassadeur d'Israël en Guinée. Les maladies cardiovasculaires font des victimes, les statistiques hospitalières sont effrayantes, la campagne de sensibilisation se multiplie à la faveur de la journée mondiale du cœur. La traditionnelle fête de la Mamaya Cancan, l'événement mobilisé des artistes venus de Nabaya et d'ailleurs, la Mamaya défie le temps. Encore une fois, bonsoir. Cette édition s'ouvre sur ce décret du chef de l'État, projet de décret numéro 2016-291 PRG SGG portant convocation de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 123 et 124, vu la loi organique numéro 91-04 CTRN du 23 décembre 1991 portant organisation, composition et fonctionnement du Conseil économique et social, notamment en ses articles sociale, session ordinaire de l'Assemblée plénière du Conseil économique et social le mardi 4 octobre 2016 à son siège à la 6e avenue, quartier Kouliwondi, commune de Kaloum. Article 2, la durée de la session ordinaire est de 2 mois. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de la date d'ouverture de la session sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 29 septembre 2016, signé professeur Alpha Condé. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi sous la présidence du chef de l'État. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a saisi l'occasion pour inviter le Conseil à tenir une réunion technique avec les acteurs des travaux publics dans le but de rétablir le réseau routier. Mamoudou Bari revient sur les grandes lignes du compte-rendu du porte-parole du gouvernement. C'est sous la haute présidence du président de la République que le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Au titre du premier point, le président de la République a demandé au gouvernement de veiller à ce que le pointage biométrique au sein des ministères soit effectif afin de contrôler la présence et la ponctualité des fonctionnaires, a dit le porte-parole du gouvernement. Le président de la République a invité par ailleurs le gouvernement à tenir une réunion technique des travaux publics routiers dans la perspective de la campagne de réhabilitation du réseau routier. Au titre du deuxième point, le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du ministériel tenue les 6, les 20 et 27 septembre 2016. À ce titre, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a fait une communication sur les résultats de l'opération de contrôle permanent des fonctionnaires et contractuels de l'État à leur poste de travail. Il a informé que son département a collaboré avec l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi pour recruter 932 jeunes diplômés pour assurer l'office de contrôleur administratif dans la réalisation de cette opération. Le ministre a informé qu'en attendant d'examiner au cas par cas les différentes anomalies identifiées, il est important de souligner que l'opération de recensement a permis de dégager du fichier de gestion administrative, ce qu'on appelle le FGA communément, un effectif de 2392 agents en position d'irrégularité avérée pour un salaire mensuel estimé en moyenne à 3 588 milliards de francs guinéens, donc environ 43 milliards de francs guinéens par an que l'État perdait. Pour la session du 20 septembre 2016, au titre de la communication, Madame la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a fait une communication sur la politique forestière nationale.
Elle a précisé que l'objectif global de la politique pour le secteur forestier et faunique est de contribuer au bien-être économique et social et environnemental pour les générations présentes et futures de notre pays à travers un soutien à l'aménagement participatif, adaptatif et durable des forêts et des zones boisées en tenant compte des expériences passées de gestion de forêts, des solutions émergentes provenant du secteur forestier et d'autres sources, des implications et effets de politiques du secteur connexe, l'agriculture, l'eau, l'énergie, les mines et les accords et conventions internationaux. Pour la session du mardi 27 septembre 2016, le porte-parole du gouvernement a fait remarquer que le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a fait une communication sur l'organisation de la première édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Les objectifs spécifiques de cette semaine sont, entre autres, sensibiliser les populations sur la notion de la culture et l'esprit de la citoyenneté, ainsi que leur participation à la consolidation de la paix. Susciter des réflexions sur la responsabilité du citoyen vis-à-vis de sa patrie, mais aussi sur ses droits, ses libertés et ses devoirs et obligations. Susciter des réflexions sur la notion de nation, de solidarité nationale et de fraternité républicaine. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. Le Conseil demande au ministre en charge de la fonction publique de prendre en compte les observations formulées par les membres du gouvernement et de poursuivre le contrôle régulier des fonctionnaires de manière effective. 2. Le Conseil demande également au ministre de présenter au cours d'une prochaine session un rapport détaillé financier. 3. Le Conseil habilite le ministre à prendre des mesures réglementaires permettant l'application stricte des différentes sanctions. 4. Le Conseil adopte la politique forestière et faunique guinéenne présentée par la ministre en charge de l'environnement. Le Conseil lui demande également de procéder à une large vulgarisation du document et d'élaborer un plan d'action. 5. Le Conseil valide le calendrier de la première édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix sous réserve de la prise en compte des amendements, tout en invitant le ministre à soumettre le budget final. Au titre des divers, la ministre de l'Agriculture a informé le Conseil de la crise qui sévit au niveau de la pomme de terre suite à l'introduction d'agents pathogènes non identifiés au Fouta. Selon le porte-parole du gouvernement, la ministre des Travaux publics a informé le Conseil de l'arrivée d'une mission de la BAD en Guinée pour le reprofilage de la route Koya-Farmoria. Le ministre de la Pêche a informé le Conseil de la signature d'une convention de financement du projet de construction du port de Kaporo dans le cadre de la coopération avec le Japon. Le porte-parole du gouvernement a dit que le ministre de la Justice a informé le Conseil de la saisie d'une importante quantité de cocaïne au port de Conakry. Et la ministre du Plan et de la Coopération internationale a annoncé au Conseil que le Conseil d'administration de la Banque islamique de développement a approuvé le programme d'appui au secteur de la santé pour un prêt d'un montant de 56 millions de dollars. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire a informé le Conseil que la rentrée scolaire est fixée au 4 octobre 2016. Le président de la République, avant de lever la séance, a fait un compte-rendu de ses récentes missions à l'étranger et notamment de ses rencontres de travail avec la BAD, l'AFD, la Banque mondiale et le président François Hollande. Direction Palais Sertouria avec la présentation de lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs au président de la République, professeur Alpha Condé. Il s'agit des diplomates de l'État d'Israël, de la République d'Indonésie et de la Guinée équatoriale. Les temps forts de cette cérémonie dans un instant avec Ibrahima Keïta. Peu après donc la présentation de sa lettre de créance, le nouvel ambassadeur d'Israël, accompagné de quelques investisseurs, a été reçu en audience par le chef de l'État. La rencontre a permis de faire des propositions de projets d'investissement en Guinée. Ibrahima Keïta. Juste après la présentation de sa lettre de créance au chef de l'État, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël, en compagnie d'un groupe d'investisseurs de son pays, a été reçu en audience par le président de la République, professeur Alpha Condé. Au menu des entretiens, la participation de l'État d'Israël et du secteur privé de ce pays ami dans le processus de développement de la Guinée. C'est pourquoi
Pendant cette audience, l'ambassadeur israélien a proposé plusieurs domaines d'intervention de son gouvernement et du secteur privé de son pays en Guinée. Pour le président de la République, professeur Alpha Condé, la Guinée est et reste un pays ouvert pour toutes les initiatives tendant à booster son développement. Et le nouvel ambassadeur israélien rassure. Nous sommes très contents d'être ici après 49 ans. J'ai venu avec une délégation d'Israël, non pas seulement pour présenter les lettres de créance, mais aussi pour faire les recherches, pour savoir où nous pouvons développer les relations entre les deux pays, avec l'emphasis dans les relations économiques, les relations commerciales. Nous déjà comprendre qu'il y a beaucoup de possibilités dans quelques secteurs, incluant le secteur d'agriculture, le secteur de santé et quelques autres secteurs. Je voudrais dire merci pour le président et pour tous les peuples de Guinée pour les décisions avec nous pour renouveler les relations. Maintenant, c'est le temps pour nous de travailler et augmenter cette relation. Voilà ce qui augure de nouvelles perspectives dans la coopération entre la Guinée et l'État d'Israël. De toute évidence, la Guinée entend intensifier cette coopération pour profiter des avantages qu'offre ce pays dans plusieurs domaines en Guinée. Nous sommes très enthousiastes des propositions que nous avons reçues de collaboration, surtout dans le domaine de renforcement des capacités et surtout aussi dans d'autres domaines tels que le secteur privé et aussi les travaux publics, l'agriculture. Vous savez qu'Israël est experte dans le goutte à goutte, qui est une méthode de culture qui est très efficace, très peu d'eau, mais efficacement utilisée et qui donne des rendements intéressants. Et ce qui est surtout qui fait plaisir, c'est que la délégation israélienne nous a dit nous avons le potentiel pour pouvoir développer ce pays-là. Tout ce qui nous manque, c'est la technologie et la volonté. Et avec eux, ils détiennent la technologie et nous pensons que nous pouvons avoir des relations très fructueuses et qui va générer très rapidement des résultats. Véritable offensive diplomatique du nouvel ambassadeur d'Israël en Guinée avec un objectif clair, apporter l'expertise israélienne à un pays pressé de combler son retard. Et puis avant de poursuivre cette édition, le contenu de ces deux messages, d'abord à son Excellence, M. Reuven Rivlin, président de l'État d'Israël à Tel Aviv. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec une profonde affliction que j'ai appris le décès de M. Simon Peres, un des pères fondateurs de l'État d'Israël, ancien président, prix Nobel de la paix, décédé à l'âge de 93 ans. L'État d'Israël vient de perdre un grand homme politique qui a su incarner et cultiver l'amour et la paix. En ce moment de vive émotion, je voudrais, au nom du peuple du gouvernement guinéen ainsi qu'à mon nom propre, vous adresser mes condoléances les plus émues au peuple ami d'Israël et singulièrement à la famille durement éplorée. Ensemble, consacrons des prières à la mémoire de l'illustre disparu et que la terre d'Israël qu'il a tant aimé sera légère. Amen. En vous renouvelant ma profonde compassion, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération signée professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État. Message départ à son Excellence, M. Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, Beijing. Excellence, Monsieur le Président, au moment où le peuple chinois s'apprête à commémorer le 67e anniversaire de la fondation populaire de Chine, dans la ferveur de la Shoah et la liesse populaire, j'ai l'immense plaisir de vous adresser mes sincères félicitations auxquelles je joins celles du peuple et du gouvernement guinéen. C'est le lieu de rendre un hommage au vaillant peuple chinois pour sa bravoure, son esprit d'unité nationale et son patriotisme prononcé
Des avancées notoires sont enregistrées dans divers domaines socio-économiques et politiques dans votre pays. C'est à ces titres que votre pays s'est taillé d'une place de choix dans le concert des nations. En cette heureuse circonstance, je voudrais vous exprimer toute la gratitude du peuple de Guinée pour de nombreux projets réalisés en Guinée par votre gouvernement. Aussi, vous réaffirmez mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous pour le renforcement, la consolidation et la diversification de nos traditionnels liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays, nos deux peuples respectifs. En vous réitérant mes vœux de bonheur et de succès dans vos hautes et délicates fonctions, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération, signée Professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État. L'autre temps fort de cette édition, les travaux du dialogue politique se poursuivent au Palais du Peuple à Conakry. Des avancées sont enregistrées, mais pour ce 6e jour de discussion politique, n'ont pas trouvé encore de consensus autour du point concernant le couplage des élections communales et communautaires. Suivez le compte rendu signé de Mohamed Amin Kamara. Pour ce 6e jour, les acteurs du dialogue politique inclusif ont examiné la problématique du couplage des élections communales et communautaires, un des points de l'accord du 20 août 2015. À la suite des débats tendus, l'opposition et la mouvance présidentielle n'ont pas partagé les mêmes points de vue. La position que l'opposition a toujours soutenue, c'est celle du couplage des deux élections, pour qu'ils puissent se tenir en même temps, aussi bien les élections communales que celles de conseil de quartier et de district. La position défendue par la mouvance, c'était la position inverse, à savoir respecter le programme proposé par la CENI, c'est-à-dire organiser les communales le 18 décembre et organiser ultérieurement les élections de conseil de quartier du district. Nous avons émis chacun ses avis sur ces questions. On n'a pas eu de consensus au jour d'aujourd'hui. L'opposition demande à ce que les élections soient non seulement municipales, mais dans les quartiers et districts. Et nous avons vu que pour des raisons pratiques d'opérationnalité juridique, de contraintes financières et autres, nous avons plutôt proposé à ce que nous ayons autre forme. Mais j'avoue que les discussions n'ont pas pu se conclure. L'essentiel, c'est que le débat se déroule dans une atmosphère très conviviale, de respect mutuel et surtout de courtoisie. Compte tenu de la divergence des positions sur ce point, le Présidium a levé la séance plus tôt que prévu. Une façon de permettre à chaque camp de consulter sa base sur ce sujet. Les travaux vont se poursuivre demain vendredi. La problématique du financement de l'entretien routier, la question est en débat ici à Conakry. C'est à la faveur de la 9e réunion de l'Association des fonds d'entretien routier de l'Afrique de l'Ouest qui s'est ouverte ce matin. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a lancé les travaux. Adi Kamara. En général, dans les pays de la sous-région ouest-africaine, les routes présentent un état de dégradation poussé. C'est un constat en milieu urbain que rural, d'où la mise en place en 2003 de l'Association des fonds d'entretien routier de l'Afrique de l'Ouest. Ici à Conakry, les pays membres de l'AFERA tiennent depuis ce matin les travaux de la 9e réunion du groupe focal. L'objectif est d'assurer les meilleures conditions de mobilisation des ressources destinées à l'entretien routier. Les besoins d'infrastructures routières sont importants pour nos États. La problématique de l'entretien et de son financement sont des défis cruciaux. À cet égard, la lutte contre la surcharge devient une impérieuse nécessité car le fléau de la surcharge associé à d'autres facteurs naturels, notamment la pluviométrie, constitue un danger majeur pour la survie de nos routes, quelle que soit la technologie utilisée lors de la construction et la valeur du montant déboursé. Il est urgent de revoir le niveau de redevance d'usage routier à la hausse, tout comme celui des quotas alloués dans les différents budgets, afin d'améliorer les revenus permettant d'assurer un entretien adéquat répondant aux besoins réels. Le thème retenu pour cette 9e réunion est les défis de l'application du règlement 14 et la problématique du financement de l'entretien routier.
une manière de revoir les mécanismes de financement et de gestion des ressources disponibles. Ce forum se tient à un moment où notre réseau routier se trouve dans un état de dégradation très poussé. Cela est dû à plusieurs facteurs, dont entre autres l'insuffisance de ressources du fer par rapport aux besoins, l'âge de nos routes, les surcharges, etc. À cela, il faut ajouter le manque de civisme de certains citoyens qui transforment les caniveaux en dépotoirs d'ordures ménagères, occasionnant le déversement des eaux sur la chaussée. Ils brûlent les pneus et les ordures sur la chaussée. Ils repartent les véhicules sur la chaussée, entraînant la dégradation prématurée de nos routes. Le Premier ministre Mamadi Yula a tout d'abord apprécié une association qui favorise l'échange d'expériences entre les membres d'une même zone géographique avant d'insister sur le financement et la protection de nos réseaux routiers. Étant tous des gestionnaires des routes dans cette salle, vous conviendrez avec moi, sans un entretien adéquat et opportun, les routes se détériorent très rapidement en conduisant vers des coûts de fonctionnement de véhicules très élevés et en augmentant le nombre d'accidents. Le résultat est que les coûts de transport routier deviennent élevés et impactent négativement les avancées en matière de développement socio-économique. Afin de permettre aux routiers de supporter le développement socio-économique, un nombre de pays africains, notamment le nôtre, se sont lancés dans les réformes depuis les 2 dernières décennies, ou un peu plus d'ailleurs. Durant 2 jours donc, les participants venus du secteur public et privé des pays membres vont éplucher plusieurs dossiers relatifs à l'amélioration des réseaux routiers en vue de faciliter l'écoulement des productions locales et favoriser l'éclosion et le développement des secteurs économiques comme l'agriculture, les mines, le tourisme, l'artisanat et l'industrie. La préservation de l'écosystème au cœur des préoccupations du ministère de l'Environnement et ses partenaires, une vingtaine d'associations vient de bénéficier d'une formation à Conakry et Arsi, notamment sur la promotion des différents accords ratifiés par la Guinée. Mamadou Alpha Baldé fait le point. Pour améliorer la mise en œuvre des accords et traités sur l'environnement, le département de tutelle et ses partenaires décident de stimuler la synergie d'action entre les ONG évoluant dans le secteur. Les traités portant sur la lutte contre la désertification et l'exploitation des espèces protégées par exemple sont vulgarisés à ces différents acteurs venus de plusieurs localités. Si ceux-là qui doivent l'appliquer, qui doivent respecter, ne savent pas ces conventions, c'est-à-dire ça reste dans le tiroir. Nous attendons à ce que les participants soient mieux outillés, mieux formés, mieux sensibilisés sur les accords multilatéraux signés par la Guinée, afin qu'ils puissent aussi transmettre à la base pour que ces conventions soient appliquées pour la sauvegarde de l'environnement. La formation est un outil de travail. Quand les gens s'approprient de cette formation, ils peuvent mieux véhiculer les messages, avoir des impacts dans leur secteur d'intervention sur le changement climatique, sur la biodiversité et sur la désertification, qui sont des problèmes aujourd'hui que l'humanité tout entière connaît. À la fin de ces séances d'échange, les bénéficiaires auront une meilleure connaissance des accords internationaux sur l'environnement et favoriser le financement de certains projets. Les différents articles de ces conventions qui parlent vraiment du respect de l'environnement dans tous les domaines, mais aussi qui parlent des directives pour la mobilisation des ressources ou la recherche de financement, parce que toutes ces conventions ont des mécanismes de financement qui permettent non seulement de chercher l'argent, les fonds au niveau des institutions internationales ou dans le cadre de la coopération bilatérale ou même nationale. La Guinée fait souvent partie des premiers pays à ratifier des accords internationaux. Leur application ne bénéficie pas toujours du même enthousiasme. Aujourd'hui, des efforts sont amorcés pour améliorer la situation.
Je vous le disais en titre, les maladies cardiovasculaires font de nombreuses victimes à travers le monde. En Guinée, la question préoccupe les jeunes médecins et infirmiers. Ils ont animé ce jeudi, à l'occasion de la Journée mondiale du cœur, une conférence de sensibilisation à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Notre reporter Sa Amara Tono était de la partie. Ancien footballeur et basketteur, Djiba Traoré a arrêté le sport il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, à 60 ans, ces douaniers de profession souffrent de l'hypertension artérielle. Depuis l'école primaire jusqu'à l'université, j'étais basketteur, voleur, footballeur. Donc depuis que j'ai cessé, je suis devenu, j'ai plus de poids. Tu as vu, en plus, là où j'ai le service que j'occupe aussi la douane, je suis comptable d'une division, donc d'un bureau qui est un bureau de transit international. Donc là-bas, il faut s'asseoir, on n'a pas le temps de sauser. Les maladies cardiovasculaires telles l'hypertension artérielle, le diabète constituent de nos jours la première cause de consultation dans les structures sanitaires. Elle représente 35% de mortalité mondiale selon l'OMS. Pour les spécialistes de santé, ces maladies sont généralement dues au manque d'exercice physique et au régime alimentaire. Si la consommation contient beaucoup plus de graisse, vous êtes prédisposé, n'est-ce pas, à prendre du poids. Et si le poids atteint un certain niveau, vous pouvez être classé en surpoids, c'est-à-dire en poids excessif et en obèse. Quand vous rejoignez, n'est-ce pas, le rang des obèses ou des surpoids, n'est-ce pas, vous êtes prédisposé, n'est-ce pas, aux facteurs de... Lutter contre ces cardiopathies est l'objectif que se fixent les jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie. Ici, à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la structure sensibilise les citoyens sur les méthodes de prévention de ces maladies. Tendance à résumer les maladies cardiovasculaires en deux volets, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, la crise cardiaque. Nous voulons faire savoir qu'il y a d'autres maladies qui sont liées au cœur, qui ne sont pas seulement que l'hypertension artérielle. L'événement marque la journée mondiale du cœur. Célébrée le 29 septembre de chaque année, cette journée est instaurée par l'Organisation mondiale de la santé depuis l'an 2000. La santé encore un peu bref avec la tenue à Conakry de l'atelier international sur la prévention et la prise en charge du cancer du col de l'utérus. Il regroupe les experts des 10 pays africains les plus affectés par la maladie. Ce matin, les experts ont organisé une campagne de dépistage qui reviendra en détail dans nos prochaines éditions d'information. La Guinée a désormais une politique nationale de protection sociale. Le document a été amendé et validé à Conakry. La démarche vise à renforcer la lutte contre la pauvreté et améliorer la protection sociale. Mohamed Kamara a parcouru ce document. Le tout premier document de politique nationale de la protection sociale en République de Guinée est désormais validé. C'est le fruit de 3 ans d'intenses travaux abattu par le comité interministériel chargé d'élaborer le dit document. Il prend en compte la couverture sociale de l'ensemble de la population et spécifiquement des personnes pauvres et vulnérables. La Guinée, avec sa politique de protection sociale, voudrait être à l'horizon 2021 un pays où 35% de la population bénéficiera d'une couverture sociale à travers l'accès aux services sociaux de base pour la santé et l'éducation, la protection contre les risques économiques, sociaux et environnementaux, renforçant ainsi leur capacité de prévoyance et de résilience, réduisant de façon significative l'extrême pauvreté et l'insécurité alimentaire. La synergie d'action entre le gouvernement guinéen et ses partenaires a permis l'acquisition de ces documents. C'est vraiment un sentiment de mission accomplie. UNICEF, en collaboration avec le gouvernement, a trouvé une importance de pouvoir développer une politique de protection sociale qui puisse donner un cadre institutionnel, de faire en sorte que les groupes les plus vulnérables puissent avoir un accès équitable aux services sociaux de base. Si aujourd'hui de protection sociale, après près de 60 années d'indépendance, pour nous ça c'est un espoir et ça c'est une motivation pour dire que la population vulnérable de la Guinée peut
le sourire. Ce cadre institutionnel des références pour la prise en charge des plus vulnérables concrétise la volonté du gouvernement à se lancer dans la recherche du bien-être de tous les Guinéens. Une action encouragée finit le 17e congrès de la CNTG, Confédération nationale des travailleurs de Guinée, au Palais du Peuple à Conakry. Durant 3 jours, les congressistes ont passé en revue le rapport d'activité du bureau sortant. Le fait marquant de cette session, le secrétaire général sortant, Amadou Diallo, a été réélu à l'unanimité pour un second mandat. Younousa Tawel Kamara et la Sekousibi reportage. Secrétaire général de la Confédération des travailleurs de Guinée depuis 2011, Amadou Diallo est réélu à la tête de cette centrale syndicale pour un mandat de 5 ans. C'est la principale conclusion du 17e congrès de la CNTG tenu du 26 au 28 septembre dernier. Pour son 2e mandat à la tête de la CNTG, Amadou Diallo entend poursuivre le dialogue social, un processus déjà enclenché entre employeurs et employés en vue d'améliorer les conditions de vie des travailleurs de Guinée. Désormais, la CNTG repart sur de nouvelles bases pour un mandat de 5 ans qui sera marqué, je vous le promets, par des innovations majeures et des actes concrets pour les travailleuses et travailleurs de notre pays. Parmi les chantiers identifiés, la protection sociale pour tous, la révalorisation du pouvoir d'achat des travailleurs, l'éducation et la formation seront au cœur de l'action syndicale pour doter notre organisation de compétents et engagés. Pour redynamiser le secrétariat exécutif de la CNTG, le bureau est passé de 21 à 25 membres. Les différentes couches sociales sont représentées dans ce bureau. Ça a été un grand congrès et surtout les axes qui sont posés pour les 5 ans à venir. Et surtout la participation des jeunes et des femmes dans la Confédération. Nous avons assisté au déroulement des travaux. Ils se sont déroulés dans un climat de démocratie et de fraternité. Il y a eu des débats, des discussions. Il y a eu aussi des élections transparentes. Donc c'est tout le monde qui a exprimé son point de vue de manière libre et démocratique. Sur la table de négociation entre la CNTG et le gouvernement figurent plusieurs dossiers. La grille salariale et la baisse du prix du carburant à la pompe sont les plus en vue. On remonte dans la savane à Kankan-Navaya avec sa traditionnelle Mamaya. Les fils résidents et ressortissants viennent de célébrer la fête de la Mamaya. Grande mobilisation, les troupes artistiques ont durant 3 jours dansé et chanté. Le reporter Yamokaba Samba Kamuskava était de la partie. Regardez. Comme les années antérieures, l'édition 2016 de la Mamaya à Kankan s'est déroulée en 3 jours. Chacune des 3 correspond à une couleur de tenue spécifique, des modes vestimentaires qui ont leur signification. La Mamaya donne une valeur extraordinaire qu'on ne peut pas trouver ailleurs dans le monde, sauf en Guinée. Cette pratique est très ancienne. Alors, comme l'autre disait, un peuple qui n'a pas d'histoire ne peut pas avoir d'avenir. La Mamaya fait partie en fait du patrimoine historique de Kankan. Depuis 4 ans, le CD Dudiayakat a la charge d'organiser ces événements culturels. Des initiatives d'appui au développement à la base à travers des réalisations d'infrastructures sociales. Chaque année, la fête de Tabaski, colorée par la danse Mamaya, attire du beau monde venu de tous les horizons. Ces retrouvailles entre ressortissants et résidents donnent lieu à des échanges sur ce grand espace culturel Chérifula. La Mamaya aujourd'hui n'est pas un simple événement culturel. La Mamaya est l'un des événements majeurs de la Guinée qui a un pied dans les 2 sous-secteurs, culture. Donc le Mamaya constitue aujourd'hui un héritage historique culturel qui appartient à Kankan, mais qui n'appartient plus à Kankan seul, qui appartient à la Guinée et à l'espace CEDEAO. La Mamaya à Kankan, c'est aussi une occasion pour certains mécènes de faire des actions en faveur de la communauté.
Yamokawa, merci pour ce reportage. Je le disais en début du journal, la présentation de l'aide de créance de 3 nouveaux ambassadeurs au président de la République, professeur Alpha Condé. Il s'agit de l'État d'Israël, de la République d'Indonésie et de la Guinée équatoriale. Le temps fort de cette cérémonie avec Ibrahima Keïta. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée équatoriale à Conakry, c'est lui, Antonio Ebale Ayongono. Il est venu présenter au chef de l'État la lettre par laquelle son gouvernement, le gouvernement guinéen, comme chef de la diplomatie de ce pays ami et frère à Conakry. Excellent Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles son Excellent Obiangema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, m'a accrédité en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée auprès de votre Excellence. Le second, c'est lui, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie en Guinée. Après les honneurs militaires, le nouveau chef de la diplomatie indonésienne à Conakry a présenté sa lettre de créance au chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président, c'est un grand honneur de vous remettre la lettre de Son Excellence Mr. Joko Widodo, président de la République de l'Indonésie, m'a crédité en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie auprès de votre Excellence, ainsi que celle de l'appel de mon prédécesseur. Deuxième et dernier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire reçu ce jeudi à Saroutouraya est celui de l'État d'Israël. Comme les deux premiers, il a remis au président de la République, professeur Alpha Condé, la lettre par laquelle son gouvernement l'accrédite auprès du gouvernement guinéen. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles son Excellence Président Ruby Rivlin m'a crédité en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Israël auprès de votre Excellence. Avec ces 3 nouveaux diplomates, le président de la République, professeur Alpha Condé, a échangé sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et leurs différents pays. Tour à tour, ces nouveaux ambassadeurs se sont engagés à s'investir pour concrétiser la volonté de leurs différents gouvernements qui est d'identifier et de diversifier les liens de coopération avec la Guinée. Et puis nous revenons sur le contenu de ce projet de décret dès 2016-204 SGG portant convocation de la 2e session ordinaire du Conseil économique et social. Le président de la République veut la Constitution, notamment en ses articles 123 à 124, veut la loi organique numéro 91-04 CTRN du 23 décembre 1991 portant organisation, composition et fonctionnement du Conseil économique et social, notamment en ses articles 28, 29 et 30, décrète. Les membres du Conseil économique et social sont convoqués pour la 2e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Conseil économique et social le mardi 4 octobre 2016 à son siège à la 6e avenue, quartier Koulirondi, commune de Kalem.
Article 2, la durée ordinaire est de 2 mois. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de la date de l'ouverture de la session sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 29 septembre 2016, signé professeur Alpha Condé. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt.